Archimède de Syracuse, ce célèbre scientifique que l'on associe tout naturellement avec le domaine de l'hydrostatique et la poussée qui porte son nom, s'est également illustré au travers de diverses trouvailles aussi fantastiques les unes que les autres et qui ont littéralement bouleversé notre compréhension du monde. À la fois versé dans les calculs théoriques mais également dans l'ingénierie, ce génie nous a légué ses contributions primordiales en mathématiques et en physique ainsi que des apports essentiels sur le plan technologique. Il est le père du principe de flottabilité qui a rendu possible la construction de navires gigantesques pour l'époque et jeté les bases de la science nautique. C'est encore lui qui estima une valeur approchée de l'une, si ce n'est la plus célèbre constante mathématique, j'ai nommé le fameux nombre pi, aussi appelé constante d'Archimède. Il est l'un des précurseurs du calcul infinitésimal qui sera poursuivi par d'autres scientifiques de renom tels que Leibniz et Newton et permettra entre autres la fabrication d'ordinateurs, de voitures, d'avions ou de fusées envoyées dans l'espace. Le monde lui doit également le palan ou la vis d'Archimède, plus connue sous le nom de vis sans fin. Son incroyable ingéniosité s'est aussi traduite sur les champs de bataille puisqu'il a été le concepteur de machines de guerre absolument extraordinaires pour l'époque et qui ont été déployées durant ce qu'il convient d'appeler la première guerre technologique de l'histoire. Avant d'entamer l'immersion dans l'aspect théorique du principe d'Archimède permettant de caractériser la flottabilité d'objets placés dans un fluide, arrêtons-nous un instant et plongeons-nous brièvement dans les quelques anecdotes remarquables qui ont jalonné la vie de l'un des plus illustres scientifiques que la Terre ait porté. Archimède est né vers -282 et mort en 212 avant Jésus-Christ à Syracuse, une ville de Sicile intégrée durant l'Antiquité à la Grande Grèce. Il aurait étudié auprès de penseurs et scientifiques grecs de son époque, parmi lesquels son père, l'astronome Phidias, et aurait vraisemblablement parfait son instruction à Alexandrie aux côtés des successeurs d'Euclide. Proche de Hieron II, il entrera en tant qu'ingénieur auprès de ce tyran qui dirigea Syracuse entre 270 et 250 avant Jésus-Christ, et se verra confier un certain nombre de missions techniques. La plus connue d'entre elles est sans conteste celle qui le vit par la suite énoncer le fameux principe qui porte son nom, principe d'Archimède. L'architecte romain Vitruve a rapporté l'anecdote selon laquelle le roi Hieron II de Syracuse aurait un jour demandé à l'orfèvre du palais de confectionner une couronne en l'honneur de Jupiter et qui lui aurait donc pour cela fourni une certaine quantité d'or. Une fois le travail achevé, l'artisan alla trouver le roi pour lui remettre la couronne qu'il avait façonnée, mais Hieron, qui n'avait pas totalement confiance en lui, voulut vérifier que tout l'or qu'il avait donné avait bien servi à la confection de cette couronne. Il soupçonnait en effet l'orfèvre d'avoir pu utiliser un alliage moins noble et détourner une partie de l'or à son profit personnel. C'est pourquoi il entreprit de vérifier la composition de la couronne et se tourna pour ce faire vers Archimède, alors âgé de 22 ans. Le roi Hieron II lui soumit la problématique et lui demanda s'il s'estimait capable de trouver une méthode permettant d'infirmer ou de confirmer ses soupçons vis-à-vis de l'orfèvre, mais avec la requête supplémentaire de ne pas détériorer la couronne. Archimède aurait accepté de relever le défi et de rendre son verdict sous quelques jours. Pour ajouter à la légende, certaines versions racontent que le scientifique aurait mis sa vie en péril puisque le tyran lui aurait indiqué qu'il serait tout bonnement exécuté en cas de copie blanche. C'est ainsi qu'Archimède rentra chez lui et se mit en quête d'une réponse. Celle-ci aurait pu facilement être trouvée s'il avait pu estimer le volume de la couronne. En effet, il aurait suffi de prendre un volume identique d'or et de comparer sa masse à la masse de la couronne. Si la balance restait à l'équilibre, c'est bien que toute la couronne était faite d'or. Par contre, si la balance s'élevait du côté de la couronne, c'est que celle-ci contenait, en plus de l'or, un matériau plus léger. Le problème résidait donc principalement dans le fait qu'il n'était pas possible de calculer avec précision le volume de la couronne. Il fallait donc trouver un autre moyen. Archimède, qui avait longuement planché sur le sujet, sans obtenir de résultats probants, décida de s'octroyer une pause pour s'aérer l'esprit et revenir avec les idées plus claires. Il se rendit alors au bain public pour se prélasser quelques instants dans l'eau chaude. Mais, alors qu'il pénétrait dans un des piélos, une sorte de cuve faisant office de baignoire individuelle, son regard fut attiré par un phénomène auquel, d'ordinaire, il ne prêtait pas spécialement attention. Lorsqu'il mit le premier pied dans l'eau, le niveau de celle-ci s'est légèrement élevé.
Quand il mit le second pied, le niveau s'éleva davantage. Et, quand il plongea l'ensemble de son corps, l'eau monta jusqu'au bord de la cuve au point de déborder. C'est alors qu'il s'écria « Eureka !» et se mit à courir dans tous les sens et sortit même dans la rue en gesticulant et en proclamant cette formule restée célèbre jusqu'à nos jours et qui signifie littéralement « J'ai trouvé ». Et en effet, Archimède venait de mettre le doigt sur un élément de réponse au problème posé par Hieron 2, mais sans le savoir, sa trouvaille allait également révolutionner le domaine de la physique et apporter une contribution majeure au génie maritime et plus largement à l'humanité tout entière. Il constata que lorsqu'il plaça son premier pied dans la cuve, il porta tout son poids dans l'eau, mais que c'était également le cas lorsqu'il mit son deuxième pied, puis lorsqu'il immergea l'ensemble de son corps. Dans les trois cas, donc, tout son poids était reporté sur le fluide. Pourtant, dans chaque cas pris séparément, la quantité d'eau qui s'est élevée était différente. En effet, elle était plus importante quand tout son corps était immergé qu'elle ne l'était quand seules ses deux jambes se trouvaient dans l'eau, et encore plus que quand seul son premier pied y baignait. Ainsi, il remarqua que le déplacement de l'eau n'était pas dû à son poids, mais que plus il augmentait la partie de son corps immergée, et plus le niveau de l'eau augmentait également. Il comprit à cet instant qu'en réalité, lorsqu'on plonge un objet quelconque dans l'eau, le volume de cet objet va venir occuper l'espace que l'eau occupait précédemment au même endroit. Il en déduisit que le volume d'eau qui avait été chassé par l'objet était donc non seulement égal au volume de cet objet, mais qu'il s'agissait en réalité d'un volume équivalent à la différence d'espace que l'eau est venue occuper entre sa position initiale et le moment où elle s'est élevée. Ce constat, qui nous paraît on ne peut plus logique aujourd'hui, a néanmoins constitué une découverte scientifique majeure. Non seulement cela permit à Archimède de sauver sa tête en apportant plus tard la réponse à la requête du roi, mais en achevant son raisonnement, il put également énoncer son fameux principe. En effet, notre scientifique grec se rendit compte que si le poids du volume d'eau déplacé était supérieur au poids de l'objet, alors il venait s'exercer sur cet objet une force elle-même supérieure à son poids et qu'il allait donc flotter. Inversement, si le poids de l'objet était plus grand que celui du volume d'eau déplacé, l'objet finirait par couler. La force en question est appelée poussée d'Archimède et ce phénomène est énoncé dans le principe auquel ce célèbre savant a également donné son nom. Archimède venait alors de mettre en évidence la condition de flottabilité qui lui permettra, entre autres, de se lancer dans la construction d'un véritable géant des mers et d'ériger le plus grand, le plus extravagant navire de l'Antiquité. Fabriqué avec l'équivalent en bois d'environ 60 bateaux de son époque, le Syracusia était un navire marchand de près de 120 mètres d'envergure, aujourd'hui considéré comme le premier paquebot de l'histoire. Il est alors un véritable mastodonte, prêt à dompter les eaux méditerranéennes et constitue un exploit technique ainsi qu'une avancée majeure en termes de technologie navale qui permit d'embarquer pas loin de 2000 tonnes d'équipement et autant de passagers. Le bâtiment, impressionnant de démesure pour l'époque, comportait entre autres des jardins, une piscine, un gymnase, des écuries, une bibliothèque et des salons somptueusement décorés. Archimède, qui fut le concepteur et superviseur du projet, ainsi qu'Archias de Corinthe, son maître d'œuvre, signe ici une prouesse technique qui confère quasiment au miracle pour cette période de l'histoire. Mais ces dimensions, si extraordinaires soient-elles, ne sont rien pour un Archimède qu'aucun défi technique n'effraie, lui qui assure « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». Joignant la parole aux actes, il mit au point une série de machines permettant de décupler les forces. Et, au-delà de son apport en hydrostatique et en mécanique des fluides, Archimède apporta une contribution colossale au domaine de la mécanique statique dont on lui attribue la paternité. Archimède est l'auteur d'un traité intitulé « De l'équilibre des plans et de leur centre de gravité » dans lesquels il définit la notion de barycentre, ces points en lesquels tous les poids des corps se concentrent. Il fait alors le parallèle entre la statique et les mathématiques, établissant ce lien direct entre la mécanique et la géométrie qui lui permettra de transposer au réel les concepts génialissimes qu'il couche sur le papier. Il utilise habilement l'effet de levier et conçoit d'ingénieux systèmes de poulies.
Il est l'inventeur du palan encore utilisé de nos jours. Il fabriqua également des machines à base d'engrenages qui lui permirent de tracter seul et avec une facilité déconcertante des navires entiers devant une assistance ébahie par l'exploit. Il mit au point une pompe permettant d'évacuer de l'eau en la déplaçant d'une certaine hauteur à une altitude plus élevée en utilisant une vis nommée vis d'Archimède. Connu également sous le nom de vis sans fin, ce système, utilisé aujourd'hui encore, permet l'irrigation des terrains ou l'excavation des sols. La machine d'Anticythère, un calculateur astronomique datant de l'Antiquité et découvert dans une épave en 1901, serait également l'œuvre du scientifique grec. Toutes ces découvertes illustrent l'apport considérable d'Archimède à la science, mais plus largement à l'humanité tout entière. Il est indéniablement de ces savants assoiffés de savoir et portés par une quête de connaissances tout entière tournée vers la compréhension des lois qui régissent le monde, animés du désir ardent de dévoiler les mystères de l'univers, mais avant tout destinés à servir les hommes, avant tout placés au service des siens. Archimède mettra ainsi tout son talent à contribution pour défendre la cité de Syracuse assiégée par les armées romaines. Syracuse, moins 213. La seconde guerre punique opposant l'Empire romain à celui de Carthage bat son plein dans toute une région du monde. Les combats font rage et embrasent toute la Sicile rangée derrière les Carthaginois emmenés par le célèbre Hannibal. Hiéron II et Syracuse ont naturellement pris fait et cause pour ce dernier, se plaçant d'office comme ennemi de l'Empire romain. Le consul Claudius Marcellus essaiera bien de ramener les Syracusains à la raison et de les faire revenir sous le giron de Rome par la négociation, mais devant leur obstination, il débutera un siège de la cité. Siège qui s'achèvera en moins 212 après environ un an d'une lutte acharnée pendant laquelle Syracuse a tenu vaillamment. Une résistance à mettre largement au crédit d'Archimède, qui a placé toutes ses connaissances et son savoir-faire au service de sa cité. C'est ainsi qu'il confectionna un certain nombre de machines de guerre brillamment conçues et qui ont permis de repousser les Romains à plus d'une reprise. Il imagine les meurtrières, perfectionne les catapultes à l'aide de son savoir sur l'effet de levier et invente une machine de mesure des distances extrêmement brillante, l'odomètre. Mais ces deux inventions les plus extraordinaires sont les miroirs ardents et la griffe d'Archimède. Les miroirs ardents auraient été des miroirs géants confectionnés à la demande du savant, placés et orientés de sorte à réfléchir les rayons du soleil sur les voiles des navires romains qui se seraient embrasés. Toutefois, si on ne doute pas qu'Archimède aurait largement eu le génie d'imaginer un tel système, beaucoup d'éléments techniques et historiques mettent en doute le caractère réaliste de cette anecdote. La seconde invention est la griffe d'Archimède, aussi appelée la main de fer. Il s'agit d'une gigantesque grue munie d'un crochet capable de retourner et de faire chavirer les navires romains qui s'approchaient des remparts de la ville. Syracuse put donc infliger de sérieuses pertes et mettre en déroute la flotte ennemie qui approchait de ses murs. Mais si de tels stratagèmes permirent à la cité de résister un temps, elles ne firent in fine que retarder l'échéance. La ville finira par tomber et sera livrée à des hordes de Romains qui n'épargneront rien, pas même le vieil Archimède qui sera exécuté en pleine réflexion contemplant ses tracés géométriques. Le soldat romain, meurtrier du célèbre savant, aurait outrepassé les ordres du général Marcellus qui tenait en haute estime l'illustre scientifique et qui aurait demandé à ce qu'on le garde en vie. Archimède de Syracuse s'en ira donc, laissant la science orpheline de l'un de ses plus grands talents, mais non sans avoir légué à l'humanité nombre de découvertes d'une importance à la mesure de son génie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et de vous être plongé dans l'histoire de cet homme hors du commun. Au revoir et à bientôt.